Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Mustapha Almiri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et nous allons faire le voyage avec vous de la sociologie urbaine et de la sociologie des migrations. Mais tout d'abord, avant de parler de vos recherches, vos motivations et peut-être votre formation. Vous êtes actuellement enseignant-chercheur à l'université d'Aix-en-Provence. C'est bien ça? C'est bien ça. À l'université Aix-Marseille et chercheur au laboratoire d'économie et de sociologie du travail qui est rattaché au CNRS. C'est ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche, mixtes, université, Centre national de la recherche scientifique. C'est cela, ce qui est un système un peu exceptionnel à la France, oui. Qui est un des rares pays à avoir ce type de fonctionnement. Oui, oui. Des chercheurs à part entière et des enseignants-chercheurs. Oui, les laboratoires réunissent des chercheurs. Alors, ils sont de moins en moins nombreux que les années 60-70, oui. Et des enseignants-chercheurs qui auparavant pratiquaient des recherches au sein de l'université et qui depuis les années 80 sont dans une unité mixte appelée UMR. Voilà, qui favorise en France une politique de la recherche qui mobilise plusieurs types de professions avec le CNRS et les universités. Alors, revenons sur votre parcours. Vous avez grandi dans quel pays? Alors, j'ai été enfant au Maroc. Ah, en partie. Enfant au Maroc, oui. Voilà, ensuite. Dans quelle ville? Petite enfance. Ben, j'ai bougé dans plusieurs villes. D'accord. Marocaines, notamment des villes du nord-est, principalement autour de la région de Fès, en grande partie. Mais je dirais que c'est la prime enfance en grande partie le Maroc. Et ensuite, j'ai déménagé avec mes parents vers la France, où j'ai grandi en grande partie. Donc, en termes culturels, je peux dire que j'ai un parcours un peu multiculturel, fait de culture cosmopolite marocaine et de culture cosmopolite française, puisque la France est plus cosmopolite que ce qu'elle ne pense. Oui, tout à fait. Et ça, c'est effectivement le parcours individuel. Et votre parcours professionnel, votre formation, donc c'est en France, puisque oui. Vous avez grandi là-bas? Principalement, j'ai été formé en France. J'ai passé un doctorat en 2005 en France, sous la direction de Jacques Lottmann. J'ai travaillé avec des collègues en France comme Jean Pénef, qui est un des importateurs de l'école de Chicago, un des traducteurs. Donc j'ai une tradition, je dirais, académique française, mais qui est quand même empreinte d'éléments extérieurs. D'une méthodologie anglo-saxonne. Principalement, j'ai beaucoup été inspiré par mon collègue et ancien professeur Jean Pénef sur les travaux de l'école de Chicago, qui étaient déjà des travaux urbains et questions migratoires. C'est cela, urbaines et questions migratoires. Et l'intitulé de votre thèse, d'ailleurs, c'était autour des politiques de la ville. Politique de la ville est ce qu'on appelle en France les politiques publiques compensatoires. Compensatoires. Qu'est-ce qu'elle compense? Ben, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la France passe son temps à réfléchir sur les compensations. Après avoir réfléchi pendant 2 siècles sur la question de l'égalité, elle est passée à l'idée des compensations auprès des plus pauvres. Donc ils ont développé des politiques compensatoires dans les prestations, des minima sociaux. Mais ils ont aussi un débat sur la question... RMI, revenu minimal d'insertion. Revenu minimum d'insertion, qui est aujourd'hui revenu de solidarité active. Le terme active est intéressant. RSA, oui, active, oui, on est comme s'il y avait une solidarité passive. Totalement, c'est par opposition à la solidarité passive. Et puis les politiques urbaines dont on a vu aujourd'hui en France avec les émeutes, oui. Un peu à la fois la nécessité et puis la faillite. Ah, oui. La nécessité et la faillite, effectivement, de ces politiques urbaines, les autorités françaises semblent ne pas savoir prendre par quel bout, précisément, les questions d'homogénéité dans la ville ou de tout simplement d'harmonisation des parcours ou des gens issus de différents coins du monde. Oui, je pense que c'est un peu plus large. La France a du mal à se poser la question sur sa construction. Y compris sur sa construction urbaine, et le diagnostic n'est pas posé. Alors que ces quartiers qu'on appelle quartiers de la relégation, en réalité, sont les quartiers des personnels de service, des domestiques, des chauffeurs de bus, des personnels de nettoyage, des ouvriers anciennement chez Peugeot. Ce sont ces quartiers qui ont été faits du monde ouvrier, en grande partie d'un monde ouvrier migrant. Et qu'on dit souvent des invisibilisés. Des gens qui travaillent mais qu'on ne voit pas ou qu'on ne thématise pas ou qu'on considère comme faisant partie du décor.
Il y a un peu de cela. Le terme invisible est employé qui me gênait beaucoup. Oui. Je préfère le terme que vous venez d'utiliser, d'invisibiliser. Oui. Parce que l'idée d'invisible laisse penser qu'on est invisible par soi-même. Oui. Or non, il y a bien un travail d'invisibilisation. C'est une dynamique, un processus pour rendre non apparent un travail. Totalement. Et puis c'est aussi un rapport social. C'est-à-dire que l'autre n'est visible qu'à partir du moment où on le compare, où on admet qu'il est à égalité de soi. Voilà, donc le fait qu'il soit invisible, c'est aussi l'idée qu'on n'a jamais vu ces populations comme étant quelque part à égalité, ou en tout cas pouvant l'être. Il y a un déni de l'inégalité dans une France qui affiche l'égalité. C'est-à-dire que c'est un pays qui a produit une littérature dont vous êtes le spécialiste universel avec les Lumières, mais qui en même temps, a une grande partie produit cette littérature à partir d'une approche que je dirais provinciale, c'est-à-dire franco-française dans le monde. Oui. Voilà, et donc il y a toujours cette tension entre une ambition intellectuelle universelle et une référence cachée qui est provinciale, franco-française. Oui, oui, c'est très juste. On le voit également dans la manière de catégoriser les études francophones. C'est comme si le français n'appartenait qu'à la France et qu'il y avait une littérature d'ailleurs dite francophone. Totalement. Alors, ça peut se déployer sur les questions de la langue, mais ça se déploie aussi sur les questions historiques, sur les questions économiques, questions de travail, questions migratoires. Donc il y a toujours cette idée que la France a une spécificité, une particularité, qu'il y aurait un groupe originel quelque part, même si ce n'est pas dit comme ça. Ah oui, c'est ça. Et que ce groupe originel servirait à la fois de référence et en même temps d'horizon pour les autres. Donc on ne voit les autres qu'à partir du moment où on pense qu'ils sont en capacité d'atteindre cet horizon qui est le groupe originel français. D'où les mots de intégration, assimilation. Totalement, intégration, assimilation, et qui d'ailleurs ce sont des mots anciens. Les philosophes français, des chercheurs comme Marcel Mauss, qui étaient des gens de gauche, anti-colonisation, étaient déjà sur l'idée que les autres peuples devaient s'assimiler à la culture française ou européenne parce qu'elle était vécue comme étant la culture universelle qui devait être l'horizon des peuples primitifs. Jean Jaurès, avant, c'était également la même chose quand il parlait de l'Alliance française, c'était l'assimilation linguistique des peuples colonisés. Totalement. Donc je dirais que la France souffre de ce complexe de supériorité construit pendant des siècles et qui... la colonisation l'a renforcé. Fortement, la colonisation, mais aussi la pensée, ou les penseurs qui n'ont pas interrogé, pour certains d'entre eux, le rapport de la France au reste du monde. Donc c'est toujours le monde vu à partir de la France. Et d'ailleurs, souvent, le pays s'est présenté comme le pays des droits de l'homme, mais Robert Badinter, qui fut ministre de la Justice, dit attention, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et non pas le pays des droits de l'homme. Il faut distinguer entre les droits humains dont aucun pays n'est véritablement teneur ou promoteur et la Déclaration elle-même. Totalement, c'est une belle phrase de Badinter qui a été ministre de la Justice. Oui. Donc ces déclarations, il faut la prendre avec sérieux d'un ministre qui a exercé au nom des droits humains dans un pays en tant que ministre. Donc quand il dit cela, ça renvoie beaucoup à la France qui est un pays d'énoncés. Alors les énoncés ont leur avantage. Ils sont performatifs. Totalement. Mais il y a toujours un écart entre ces énoncés et le réel. Voilà, ce qui fait que la France est le pays où la question entre les énoncés dans les faits et la réalité sont toujours en tension. Une distorsion entre la pratique et l'énoncé. Totalement. Alors, je pourrais dire que c'est le cas de beaucoup de pays, la distorsion. Oui. Seulement, quand on ambitionne d'être l'horizon du reste de l'humanité, la distorsion est encore plus visible. Plus visible. Vous avez mentionné tout à l'heure le lien entre le travail et la migration. Je voudrais qu'on y revienne là-dessus. On a commencé à parler de votre spécialité, le travail. Puis vous avez dit, oui, ces personnes invisibilisées, c'est souvent des migrants. Et j'ai cru comprendre que dans vos travaux, justement, maintenant, vous prenez à bras-le-corps la question des migrants, des migrations et toute la difficulté de la terminologie autour de ce que l'on appelle les migrants. Totalement, c'est une vraie question parce que dans les catégories qui sont créées, y compris chez les scientifiques, mais en sciences sociales, les termes qui sont employés ont tellement circulé entre le monde scientifique et le monde politique
qu'ils ont été vidés de sens, ou en tout cas leur sens a été réorienté. Et si je prends l'exemple des circulants, si on les prend comme ça, les circulants marocains, les circulants guinéens, sénégalais, les circulants français, il y a une qualification différente. Lorsque les Français circulent, on parlera d'expatriés. Lorsque ce sont des Marocains, on parlera de migrants. Et donc c'est intéressant de voir comment cette dualité dans la qualification participe quelque part, non pas simplement à nommer des formes de circulation, mais à leur donner une nature et les essentialiser. Et donc ça s'inscrit en grande partie dans le régime dual de ceux qui sont libres de circuler dans le monde, à peu près 20% de la population mondiale, et ceux qui ne le sont pas, 80%, en grande partie les populations africaines. Donc la manière même de nommer de façon différente des gens qui bougent dans le monde participe à maintenir cette idée qu'il existerait des natures différentes entre ceux qui circulent, qui seraient pauvres, qui ne seraient mus quelque part au présidé que par l'envie de s'en sortir, de s'enrichir, et ceux qui circuleraient pour des questions culturelles, pour découvrir le monde en tant qu'aventuriers. Les touristes. Voilà. Et donc ça participe tout de même à écrire une espèce de récit international et mondial qui s'inscrit dans les romans nationaux, et souvent eux-mêmes, ces romans nationaux, ont un héritage colonial. Il y a d'ailleurs une persistance du modèle colonial sur cette question devenue aiguë de la migration. Oui, totalement. Et la persistance, elle vient surtout lorsqu'on pose pas le bilan historique, lorsqu'on ne fait pas une histoire totale de ce qui s'est passé. Et comme l'écrivait Césaire, que vous citez dans votre dernier ouvrage, L'humanité des autres, sur l'ensauvagement du colon, vous voyez, cette question n'a pas été posée sur les effets de cet ensauvagement. Et puis la question n'a pas été posée, comme l'expliquait Césaire, c'est-à-dire que la colonisation, les colonisateurs en sont aussi victimes intellectuellement. Donc il n'y a pas eu de débat ouvert là-dessus, et on reste sur l'idée que les populations des Suds qui viennent vers le Nord sont toujours elles-mêmes dans ce rapport de dépendance. Demandeuses, dépendantes des pays du Nord, sans se poser la question que ces populations bougent parce que simplement elles ont la liberté désormais, qu'elles se conçoivent elles-mêmes à égalité avec les autres. Donc, et qu'elles ont, surtout pour les migrants, qu'elles ont une part biographique. Chaque migrant a un itinéraire qui explique les interconnexions, les enchevêtrements avec d'autres parties du monde. Totalement. Lorsqu'on prend par exemple le Maroc, si je m'arrête que sur le Maroc, c'est un pays qui a été traversé par les cultures administratives françaises, britanniques, allemandes. Une ville comme Tanger a été sous commandement international d'à peu près 5 pays. Le Maroc lui-même est traversé par différentes cultures internes. Donc nous sommes dans des pays où les populations en réalité sont cosmopolites. Et le rapport au monde est fait de 2, 3 langues, de différents héritages culturels, administratifs. Donc nous sommes dans des pays où tout est en réalité est construit à l'échelle individuelle pour pousser à la mobilité. Oui. Et donc cette mobilité-là, elle n'est pas reconnue comme compétence, et elle est souvent identifiée à travers le terme de migrant par les carences qui la produisent. J'aime bien votre mot de mobilité parce qu'il est bien plus neutre que toutes les terminologies qui fleurissent maintenant, clandestin, irrégulier, migrants, demandeurs d'emploi, etc. Alors que quand on se place du point de vue de ce que le grand philosophe contemporain français Étienne Balibar appelle la partie mobile de l'humanité. La partie mobile de l'humanité, si on prend précisément en compte cette partie mobile de l'humanité, ça permet déjà de ne pas la stigmatiser et de ne pas faire les discriminations auxquelles nous assistons. Totalement. Étienne Balibar, c'est un des philosophes français qui est le plus précis sur ces questions. Et malheureusement, il y a peu d'écoute de ce type de littérature. En réalité, ça nécessiterait qu'on remette en cause totalement toutes les catégories qui qualifient les mobiles des pays du Sud. Alors c'est ça le vrai problème. Les mobiles des pays du Nord échappent par exemple à toute qualification. Je donne simplement quelques chiffres. Les Britanniques ont près de 4 millions de Britanniques à l'étranger. Les Français, les chiffres aussi entre 1,5 million à 3,5 millions. Les Allemands ont à peu près 4 millions. Les Canadiens ont près de 6 millions de ressortissants à l'étranger. Ceux-là sont totalement invisibilisés et on ne leur accole jamais le terme d'émigrés ou d'immigrés. Donc, or, il y a autant de Français à l'extérieur, 5% à peu près, que ce que il y a des migrants à l'échelle mondiale. Donc c'est ça la réelle question, c'est pourquoi appliquer deux types de qualifications différentes au même phénomène. Par contre, donc le Marocain qui bouge, on pourrait l'appréhender de différentes manières.
soit on l'appréhende par les faits, c'est quelqu'un qui est internationalisé dans son mode de vie, et qui donc va bouger, qui a déjà beaucoup bougé à l'intérieur même du Maroc. Donc on le verrait comme quelqu'un d'international, d'un mobile international, au même titre que le français, ou alors on le voit, comme le voient les politiques migratoires européens, par le terme de migrant. Et si on accole l'idée de Marocain internationalisé, on va reconnaître des compétences, on s'intéressera au fait qu'il maîtrise plusieurs langues, qu'il apprend plusieurs langues, que circulent avec lui des qualifications, des manières de voir aussi qui apportent des choses au pays, soit on le regarde à travers la notion de migrant, et dans ce cas-là, on ne verra que les carences. Pas de qualification, pauvre, qui peut poser problème parce qu'il faut l'accueillir. Donc c'est ça la différence, et donc en réalité cette différence s'inscrit dans une géopolitique qui a des héritages coloniaux. Et ce discernement, ces différences, vous les avez documentées dans vos articles et dans votre œuvre. Vous parlez des gens qui bougent en raison des contrats qu'ils ont, des gens qui sont dits sélectionnés en raison, comme vous venez de le rappeler, des compétences, et bien sûr tous les autres mis dans un sac indifférencié. Totalement, ce sont tous ceux qu'on appelle non qualifiés. Non qualifiés, ouais. Et qui d'ailleurs existent dans chaque pays intramuros, c'est-à-dire en France, il y a ceux qui sont manipulateurs de symboles, qui ont accès par l'informatique, par l'écriture, par l'alphabétisation, etc. Puis ceux qui ont arrêté leurs études très tôt, qui vont de boulot précaire à boulot précaire, à travail précaire, et cela traverse toutes les nations. Totalement, mais si on s'arrête 30 secondes sur le non qualifié marocain qui part en France, alors on pourrait effectivement dire il y a une non qualification si on réfléchit en termes de diplôme. Vous voyez, si vous partez sur un migrant, c'est souvent des gens qui partent de zones semi-rurales ou semi-urbaines, de catégories populaires, qui ont un peu travaillé au Maroc, et lorsqu'ils se retrouvent en France, ils se retrouvent dans des usines où ils ne maîtrisent pas la langue, ils ne maîtrisent pas les techniques, et au bout de quelques mois, ces gens deviennent d'excellents ouvriers. Donc soit on pense qu'ils ont eu une transformation magique en arrivant sur le territoire français, soit on prend en compte le fait que, en réalité, ils avaient déjà des prédispositions à s'adapter à différents types d'environnements. Et dans ce cas-là, ça nous inviterait à revoir la notion même de qualification et à l'élargir au-delà des qualifications dites légitimes qui sont les diplômes ou autres. Académique, on ne peut pas prendre l'académique uniquement comme critère. Il y a effectivement des gens qui sont très cultivés tout en n'étant pas instruits, qui ont beaucoup d'expérience tout en n'étant pas instruits, et cette expérience et cette culture, eh bien, ils la charrient avec eux, et c'est ça qui, comme vous dites si bien, ça rime sur des compétences demandées et fait ses preuves. Totalement, et puis ces gens, on est dans l'idée qu'ils ne transportent aucune culture. Or, ils sont des véhicules culturels extrêmement importants. Ils ont été traversés par des formes culturelles très fortes. Et en plus de concevoir ces gens comme sans culture, bien souvent, dans les pays d'Europe, il y a l'idée aussi qu'ils viennent de pays quelque part sans culture. Et parce que penser le migrant marocain comme étant non qualifié, c'est penser aussi le pays d'où il vient comme étant quelque part lui-même non qualifié à l'échelle mondiale. Donc c'est ce que vous appelez la persistance du modèle colonial. Totalement, c'est continuer à penser que la pensée, elle est le propre des pays européens, que l'intelligence, elle est le propre des pays européens, et avec une confusion très forte entre technologie et modernité. Et on confond l'idée que la modernité, ses indicateurs sont les technologies. Or, la modernité, en réalité, ne se limite pas à l'aspect technologique. Elle embrasse des manières de voir, des manières de penser le monde, des manières d'avoir, de faire famille, des manières de faire sociabilité. Et la modernité, elle est extrêmement présente dans les populations arabo-musulmanes, au même titre que les populations européennes, d'Inde, d'Amérique, depuis très longtemps. C'est simplement différents types de modernité qui ont été écrasés par la modernité européenne qui s'est présentée ou qui s'est pensée comme la fin de l'histoire. C'est cela. C'est fascinant l'horizon global dans lequel vous situez la question des migrations. Et justement, vous êtes très sensible à la terminologie. On a parlé justement des terminologies discriminantes tout à l'heure, de la clandestinité, de
comment dirais-je, de la sélection, etc. Il y a aussi autour du racisme, terme si je puis dire polémique et explosif. Il y a aussi, on voit fleurir aujourd'hui toute une terminologie sur laquelle j'aimerais bien qu'on ait une conversation. On parle de racialisation, on parle de racisé, on parle de ethno-racial. Alors, comment interprétez-vous, positivement ou négativement, l'émergence de cette terminologie? Alors, l'émergence de cette terminologie, il me semble qu'elle est le produit d'une nécessité pour certaines populations de se positionner et de se situer socialement. Ça ne veut pas dire que cette terminologie-là atteint ce but. Et je pense que les Afro-Américains, je pense que ce qui est appelé les minorités, que j'appellerais les minorés, ce qui est différent en Europe, ont eu ce besoin-là à un moment donné de se dire on existe puisqu'ils n'avaient pas eu accès à l'identité française, à l'identité allemande. Je rappelle simplement les déclarations des derniers hommes politiques, non pas d'extrême droite, de ce qu'on appelle l'arc républicain en France, Bruno Retailleau, qui parle de Français pas comme les autres, ou de Français différents. On connaît encore là dans cette idée en France qu'il existerait des Français de papier, comme avait dit Le Pen à un moment donné, et des Français originels. À partir du moment où vous créez cette distinction, des gens ont besoin d'échapper aux stigmates, et une des manières d'échapper aux stigmates, c'est de revendiquer son identité. Donc les termes de racialisé, les termes de racisé, d'ethno-racial ont fleuri, mais cela ne veut pas dire pour autant, comme j'ai dit, que ça permet d'atteindre le produit du post-racial. Or, si on est sur l'idée que nous devons atteindre une pensée post-raciale, il y a besoin à la fois de les utiliser dans une phase de transition, mais de penser leur dépassement. Donc, un des problèmes qui pose, par exemple, avec la notion pour moi de racisé, c'est comme genré. Si ce terme est utilisé pour analyser un rapport, ça peut nous aider. Si le terme devient un qualificatif de personne, nous ne sommes plus dans l'analyse de rapport, mais dans l'essentialisation des personnes. Et on va retrouver cette distinction, à partir de laquelle on a du mal à sortir, qu'il existerait indubitablement des eux et des nous. Même lorsque le eux, on le voit avec bienveillance, il y a cette idée qu'il existerait des eux et des nous, idée discutable sur le fond et sur la forme. Oui. Voilà. Donc ces termes, racialisation, je préférais parler de processus de racialisation. Oui. La notion de race est très difficile à utiliser si on ne prend pas des précautions. Surtout dans l'horizon de la langue française, parce que en anglais, human race, pour dire l'espèce humaine, on dit human race, c'est pas un problème. Mais en français, le mot race, il garde une empreinte biologique forte de tous ceux qui ont thématisé biologiquement la race au XIXe siècle. Totalement. Alors, je rappelle que le terme race était utilisé pour les nobles. Oui. Au démarrage. Donc, n'avaient de race que les nobles. Oui. Les autres étaient considérés comme sans race. Donc, il y avait cette idée quand même sur l'idée de race. Dignitaire. Et cette chose s'est transformée avec l'esclavage, la colonisation. Et la notion de race est venue définir les primitifs. Les Français, au XIXe siècle, les médecins, les anthropologues ont beaucoup travaillé, ce qu'on appelle les craniomètres, qui ont travaillé à l'établissement des classements raciaux. Et ça, il y a l'idée que, comme on est sorti de cela il y a un siècle, on est dans l'idée que ça a disparu. Et en réalité, la notion de race est remplacée par la notion de nationalité. Parfois, elle est remplacée par la notion de religion. On voit bien qu'en France, lorsqu'on dit parfois les musulmans, on est plus dans la catégorisation d'une race que de pratiques religieuses. Oui. Donc on est bien là-dedans, et c'est intéressant et important pour les scientifiques d'arriver à qualifier et analyser ces rapports sociaux. Donc on est toujours en réalité dans cette société raciale. On a du mal à sortir du post-racial. Le débat qui se pose, c'est quels sont les outils scientifiques que nous devons utiliser pour en sortir. Vous vous en proposez, par exemple, et vous utilisez beaucoup Montaigne. Donc là aussi, on se dit, à cette époque-là, et vous le démontrez avec brio, que Montaigne a participé à essayer d'en sortir. Mais, vous voyez, 2 siècles après, on a toujours du mal. C'est retombé, les débats, Montaigne a été oublié sur cette dimension, comme Voltaire, ou d'autres. Donc on est toujours sur l'idée, avec l'universalisme, que si on ne parle pas de race, elle n'existe pas. Or, on est bien dans des approches raciales. Encore du déni. Le déni maintient. Ne pas poser des questions, c'est conserver
l'ancien regard. C'est ça, oui, tout à fait. Et vous avez aussi alors là, on était beaucoup sur la question des migrations vers l'Europe, mais vous vous êtes aussi intéressé aux migrations du sud vers le nord et des migrations des populations subsahariennes vers le nord. Et là aussi, bon, les problèmes sont par moments différents, par moments semblables. Ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire. On ne peut pas nier qu'il y a par moments, voilà, une racialisation de cette migration. Et vous dites à un certain moment qu'il y a un devenir noir. Il y a un devenir noir des différentes contrées sénégalaises desquelles viennent les personnes, par exemple au Maroc, pour continuer leur périple en Europe. Et ils sont guinéens, je vous cite, ils sont sénégalais, ils sont nigérians, mais quand ils sont sur les routes, ils sont considérés comme noirs. Alors là, c'est un vrai défi, là encore, et pour la pensée et pour les policy makers, les autorités qui sont en charge du pouvoir politique, de remettre de la différence et de remettre de la dignité pour tout un chacun. Oui, la question des populations subsahariennes ou des pays qui proviennent des pays subsahariens est spécifique à mon sens. Je la distingue des migrations, de ce qu'on appelle les migrations des mobiles nord-africains par exemple. Vous voyez, en France, la thématique du grand remplacement s'adresse principalement aux musulmans, avec l'idée qu'on a peur que les musulmans nous remplacent. Donc quelque part, on leur octroie dans la pensée l'idée qu'ils puissent nous remplacer un jour. Donc on pense qu'ils sont intellectuellement en capacité. C'est absolument pas le cas avec les populations noires. On ne pense pas que les Noirs puissent remplacer en France parce qu'il y a un tel racisme, racialisation vers ces populations qui s'ancre dans 4 siècles d'esclavage, à peu près que l'idée même de penser qu'un Noir puisse nous remplacer ne vient pas dans la tête de Zemmour, par exemple en France, ou de ses comparses. Et je dirais que le problème noir est un peu équivalent et spécifique dans chacun des pays. Il faut faire attention à ne pas appliquer les catégories américaines sur tous les pays. Non. Sur ces questions. En même temps, il ne faut pas être dans le déni qu'il existe un rapport ou une question noire. Et le matin, quand un Sénégalais se lève, il ne va pas courir vers la salle de bain pour se dire « Mon Dieu, je suis noir ce matin-là ». Nous-mêmes, quand on se lève chaque matin, on ne dit pas « Je suis femme, je suis homme, je suis marocain ». Donc on le devient. Et on le devient dans les rapports sociaux. Et une des spécificités des populations subsahariennes, c'est qu'ils deviennent noirs à partir du moment où ils sont confrontés au racisme. Donc la qualification de noir, avec tout ce qu'elle porte en termes d'héritage, ils la rencontrent lorsqu'ils ont affaire à des interactions hostiles, sur les routes migratoires, aux frontières, face aux politiques migratoires, et puis face aussi à une partie des populations. Voyons ce qui se passe en ce moment en Tunisie, par exemple. C'est valable dans différents pays d'Afrique du Nord, c'est valable en Espagne, c'est valable en France. Et dans mon étude, j'ai bien insisté sur l'idée qu'il ne fallait pas limiter cette question de racisme à un seul pays, parce qu'on voit bien qu'il y a parfois des formes de manipulation de ces questions. Certains aimeraient penser que les musulmans sont plus racistes que les autres, ou que l'islam a plus de problèmes avec les noirs que d'autres. En réalité, c'est un problème global. Et j'aime bien justement cette idée que j'ai lue dans vos articles, qu'il faut dénationaliser le débat sur la migration. Je crois que c'est effectivement une question, on va terminer là-dessus, on arrive au terme de l'émission, cette question finalement transfrontalière de la migration, qui est en même temps transfrontalière, et c'est le paradoxe, elle est transfrontalière et elle bute sur la question des frontières pour les traverser. Totalement. Alors l'idée de dénationalisation, parce qu'il me semble difficile d'appliquer ou de mettre en œuvre une démarche scientifique si on ne prend pas de distance avec ses propres catégories nationales. Et ceci est valable pour un penseur français, suédois, marocain, c'est-à-dire notre capacité à voir le monde dans sa globalité, notre capacité à penser les autres, non pas à partir simplement de la petite province que l'on habite, mais à partir de ce qu'ils sont en termes de représentation d'humains. Donc ça, c'est une démarche, je pense, importante, et que la science a fait cet effort dans la culture arabo-musulmane, dans la culture européenne des Lumières, et qu'aujourd'hui, il y a une forme de régression vers le national pour penser le monde. Donc c'est un élément. Et puis sur la question noire, je pense que si on n'arrive pas à dénationaliser, nous n'arriverons pas
à penser l'Afrique, et notamment pour un pays comme le Maroc, l'africanité du Maroc. Et penser la question noire, c'est pas simplement penser les subsahariens, c'est penser notre histoire en Afrique et en pensant l'histoire des populations noires et de leur circulation. C'est un peu ça l'ambition de mon travail, dire qu'en revoyant la question noire, ça nous permet y compris d'interroger notre propre histoire. Et pourquoi la question noire est importante? Parce que, comme d'autres questions, la question noire a été quelque chose de mondialisé à travers l'esclavage. Elle a participé à construire des économies, elle a participé à construire des empires, notamment, je pense, moi, que le Royaume-Uni, que les États-Unis, leur richesse, ils la doivent en grande partie au travail gratuit des populations noires. Donc, y compris le Maroc, s'il veut comprendre aujourd'hui son positionnement économique face aux États-Unis, face à l'Europe, face au Royaume-Uni, si on n'intègre pas l'esclavage comme une des dimensions qui est permis à certains pays d'avoir la puissance qu'ils ont aujourd'hui, on ne comprendra pas ce positionnement et on n'arrivera pas à sortir de l'idée que la modernité est ailleurs et que nous sommes encore loin. Non, c'est pas la modernité qui a permis de construire des empires. Je reprendrai un terme que vous utilisez dans votre ouvrage, c'est l'ensauvagement du colon. Et la question noire, pour moi, elle traduit cet ensauvagement qui a produit des puissances économiques. Oui. Merci beaucoup, merci de votre passage sur cette émission, Monsieur Mstafa Almiri. C'était un plaisir de vous écouter, tant de clarté, merci beaucoup. Merci, chères téléspectatrices, merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute attentive et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. On reste...